Trop de courses, à quand une femme pilote en Formule 1? La différence entre la Red Bull et la Ferrari ou encore l'avenir de Pierre Gasly? Plein d'interrogations auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et il y a quelques jours de ça, je vous ai demandé de me poser sur mes différents réseaux les questions qui vous trottaient dans la tête par rapport à la Formule 1. Vous avez été beaucoup à m'en poser, toutes plus intéressantes les unes que les autres. J'ai dû faire une petite sélection forcément. Et ça veut dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne. Alors merci beaucoup. Et on va commencer avec la première question qui est de Marco et qui me demande pourquoi les Ferrari sont-elles aussi rapides en courbe et moins en vitesse de pointe, contrairement aux Red Bull qui, elles, sont très rapides en pointe et moins en courbe. On va parler un peu d'aérodynamique. Trop bien. Et je vous rassure, rien de compliqué. Pour ce qui est de la Red Bull, la voiture a un package aérodynamique à faible appui. Ce qui fait donc que sa vitesse de pointe est élevée au détriment de sa vitesse dans les virages. Et à l'inverse, la Ferrari a un package aérodynamique chargé, ce qui fait qu'en ligne droite, elle est moins rapide, mais comme tu l'as dit dans ta question, elle est plus rapide dans les virages. Mais aussi, elle est meilleure dans la gestion de la dégradation de ses pneus. Et on le sait, les pneus, en ce début de saison, ce n'est pas très simple à comprendre en Formule 1. Alors comment illustrer ça? C'est assez simple, il y a une différence notoire sur les ailerons arrière de la Red Bull et de la Ferrari. Par exemple, sur celle de Max Verstappen, l'aileron va être plus plat, à la différence de l'aileron de Charles Leclerc qui va être plus relevé. Et donc forcément, c'est une plus grande résistance à l'air, ce qu'on appelle la traînée, et plus tu as de résistance et moins tu vas vite en ligne droite. Les deux écuries cherchent des solutions, notamment Ferrari qui veut être plus rapide en ligne droite, ce qui est logique. Par exemple, on l'a vu à Miami où la Scuderia a apporté un aileron bien plus plat pour être plus rapide en ligne droite. Mais au final, avec le peu d'adhérence qu'offrait cette nouvelle piste en Floride, Ferrari ne l'a pas utilisé en course. Mais il y a une recherche. D'autant plus que le timing est assez bon dans cette question parce qu'on est au Grand Prix de Barcelone et le Grand Prix de Barcelone, c'est là où il y a plein d'améliorations. On le voit par exemple avec McLaren qui a amené 10 nouvelles améliorations ou encore Aston Martin qui a fait une Aston Martin quoi. Elle a essayé de copier la Red Bull. Bon, au final, la FIA a rien dit, mais bon. Même si au final, Ferrari n'a pas apporté un aileron bien plus plat que la dernière fois, parce que Barcelone, il faut beaucoup d'appui aussi. Les différences notoires qu'on peut avoir chez Red Bull, qui va encore gagner en vitesse de pointe, eh bien, c'est que la monoplace de Milton Keynes a atteint le poids minimal, soit 798 kg. Donc, il y a une vraie guerre de développement entre les deux écuries, un peu comme l'année dernière entre Red Bull et Mercedes. Deuxième question, qui est de Elliot. La volonté d'augmenter le nombre de grands prix au fil des ans ne peut-elle pas être néfaste pour ce sport mécanique à terme? Effectivement, les championnats sont de plus en plus longs au fil des années. Concernant la lassitude, pour les spectateurs, plus il y a de courses, mieux c'est en soi. L'année dernière, il y avait donc 22 grands prix. En plus de ça, une rivalité assez historique qui restera dans les annales de la Formule 1 entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. En termes de chiffres, l'année dernière, la moyenne sur chaque Grand Prix était de 70,3 millions de téléspectateurs, mais en réalité, c'est beaucoup moins qu'en 2019, soit une baisse de 23%. La Formule 1 explique cette baisse avec les nouveaux accords de diffusion qui ont été passés avec l'Allemagne et le Brésil. Mais après, au cumulé, c'est quand même mieux que 2020, avec une hausse de 4%. Concernant la lassitude, c'est quand même assez compliqué d'être vraiment clair actuellement. Il faudrait voir les chiffres en fin de saison. Mais pour les écuries, c'est différent, surtout en termes de budget. Parce que qui dit plus de courses, dit plus de casse, plus de dépenses, mais aussi plus de déplacements. Ça fait quand même beaucoup d'argent dépensé. Pour une saison, normalement, les écuries avaient un budget de 142,4 millions d'euros par an et il a été diminué à 141,2 millions d'euros par an parce que le Grand Prix de Russie a été annulé et n'a surtout pas retrouvé de remplaçant. Et d'ailleurs, l'annonce du non-remplacement de ce Grand Prix, ça doit faire plaisir à certains. Je pense notamment aux équipes avec les mécaniciens, les ingénieurs, toutes ces personnes qui font une équipe, parce que dans les réponses que tu m'as offertes dans ta question, tu parlais des conditions physiques des pilotes. Mais ce n'est pas forcément à eux que je pense à ce moment-là. C'est plus vraiment aux équipes et ça me fait revenir à un article que vous avez sûrement dû voir en décembre dernier qui a été sorti par motorsport.com. Et dans cet article, on en apprenait un peu plus sur les conditions de travail d'un mécanicien, notamment lors des triples courses qu'on a pu voir plusieurs fois lors de la saison 2021. Et il expliquait que c'était du travail du mercredi au dimanche, que c'était un minimum de 12 heures de travail par jour, qu'il n'avait peu, voire pas, de temps de récupération, qu'il y avait aussi les changements de fuseau horaire à encaisser, les voyages tardifs en classe économique, l'éloignement des proches, la fatigue, tant mentale que physique. Beaucoup de choses ont été dites dans cet article, il est vraiment très intéressant. Donc pour ces passionnés, peut-être que la F1 a quelque chose à faire au lieu de penser avant
uniquement au spectacle. Dans ta question, tu m'as aussi parlé des comparaisons qu'on peut faire entre les anciens pilotes. Si on parle de statistiques pures et dures, déjà, ce n'est plus vraiment possible parce que ce n'est plus le même nombre de points, de Grand Prix non plus, et ce n'est plus non plus les mêmes voitures. Troisième question, c'est Constance qui demande: y a-t-il eu des femmes ingénieurs de piste dans l'histoire de la Formule 1? Et également Foinicis qui pose la question: penses-tu que l'on verra d'ici quelques années une femme pilote titulaire? Donc pour répondre à la première partie, des femmes ingénieurs de piste, non, j'en ai pas vu, du moins dans l'histoire de la Formule 1, mais des femmes ingénieurs avec de grosses responsabilités et avec un travail très très important, il y en a. Je vais prendre deux exemples avec notamment Ruth Bescombe qui travaille au final beaucoup avec l'ingénieur de piste. C'est la chef de la stratégie chez Alfa Romeo depuis 2016. Elle a aussi travaillé chez Ferrari et également Haas. Son travail, comme son nom l'indique, c'est de trouver des stratégies, mais plus exactement de savoir quel pneu chausser à telle séance, étudier les performances de son équipe comme des autres écuries. Il y a aussi Stéphanie Travers qui est ingénieure des fluides chez Mercedes. Vous avez déjà dû en entendre parler parce qu'elle était montée sur le podium avec Lewis Hamilton au Grand Prix de Styrie. Quelque chose que le septuple champion du monde avait tenu à souligner, et depuis, son travail est un peu plus mis en lumière par les médias. Son job, c'est de s'assurer de la performance et de la fiabilité du moteur Mercedes en étudiant donc les fluides pour connaître l'état de l'unité de puissance Mercedes. Il y a plein d'autres femmes aussi dans le paddock avec toutes des responsabilités très importantes. On va avoir des mécaniciennes, des physios, des personnes en relation avec les médias, des journalistes. Même, on a eu aussi des directrices d'écurie. Je pense à la plus récente, Claire Williams. Donc il y a des femmes, il y a des ingénieurs, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas tellement. Et ce n'est pas forcément un problème qui est lié à la F1 qui ferme ses portes, c'est plus aussi dans les écoles d'ingénieurs au moment des choix de spécialisation par exemple. Et ces femmes ingénieurs le disent aussi, c'est qu'elles n'avaient pas forcément de modèle féminin. Et aujourd'hui, elles sont des modèles féminins pour d'autres femmes, et la logique, normalement, voudrait qu'il y ait plus de femmes à l'avenir. Pour ce qui est des femmes pilotes titulaires, et pas seulement essayeuses comme on a pu le voir avec Susie Wolff qui pilotait pour Williams, celle qui est la plus susceptible d'arriver en Formule 1 un jour, c'est Jamie Chadwick. Depuis la création de la W Series en 2019, c'est elle qui a empoché les 2 titres. Et normalement, ce championnat sert à promouvoir des femmes en Formule 3 ou en Formule 2. Donc Jamie a obtenu de précieux points sur sa super licence. Et derrière, normalement, avec 2 titres en plus en W Series, la logique serait la Formule 3 ou bien la Formule 2. Mais bon, qu'on soit un homme ou une femme dans cette discipline, si on n'a pas d'argent, ça devient compliqué. Et en 2022, normalement, cette saison, elle aurait aimé aller dans une de ces compétitions-là, mais ce qui manquait, c'était l'argent. Alors elle revient en W Series avec l'écurie Jenner Racing, en espérant pour elle avoir les fonds nécessaires pour l'année prochaine, peut-être aller en Formule 2 ou bien en Formule 3. Puis si elle empoche encore le titre en W Series une 3e année de suite, peut-être qu'il faudrait un peu plus l'aider à y aller. Dernière question, GC ou JC, je sais pas, qui demande quel avenir pour Pierre Gasly. C'est l'interrogation du moment et en même temps, on n'a pas vraiment de réponse. C'est un peu compliqué. Red Bull, c'est l'objectif de Pierre Gasly. Il l'a fait comprendre, il veut sa 2e chance chez Red Bull. Et les dirigeants de Red Bull, donc Christian Horner et Helmut Marko, sont censés faire un choix entre Sergio Pérez et Pierre Gasly à la mi-saison. En 2021, Sergio Pérez a plutôt été bon en tant que 2e pilote. Il a aidé Max Verstappen à obtenir son titre, mais ses résultats n'étaient pas assez bons pour réussir à décrocher le titre constructeur. Et cette même saison, en 2021, Pierre Gasly, lui, était très performant. Il a marqué, c'est simple, 77% des points chez AlphaTauri. Il était abonné au top 6 lors des qualifications. Mais le couac, c'est ça. C'est cette année. En 2022, Sergio Pérez a une très très bonne voiture et il est vraiment performant pour ce début de saison. À la différence de Pierre Gasly, où pour être régulier comme l'année dernière, c'est un peu plus compliqué. Donc, soit l'année prochaine, il réussit quand même à décrocher son baquet chez Red Bull, mais il ne sera plus leader comme il peut l'être chez AlphaTauri. Et c'est là où Red Bull peut aussi faire son choix, parce que Sergio Pérez, on va dire qu'il remplit les critères, parce qu'il est capable de sacrifier sa course pour celle de Max Verstappen. La question c'est, est-ce que Pierre Gasly serait ok pour avoir ce rôle de 2e pilote? Mais en même temps, les dirigeants de l'écurie savent très bien que s'ils ne lui offrent pas une place en top team, ils le laissent partir. Et si on peut faire une comparaison dans le futur, par exemple, avec Daniel Ricciardo, c'est que par exemple, Ricciardo, quand il est parti de chez Red Bull, il avait 28 ans. Il est parti chez Renault et ensuite chez McLaren. À la fin de son contrat avec Red Bull, parce qu'il est en contrat avec Red Bull jusqu'en 2023, Pierre Gasly, il aura 28 ans aussi. Donc, soit il y reste, soit il va dans une autre écurie, mais s'adapter à une nouvelle voiture, on l'a vu avec Ricciardo, ça prend du temps. C'est un risque à prendre. Au-delà d'aller dans une autre écurie, vers quelle écurie il peut aller? Parce que McLaren, ok,
Il y a peut-être une place en 2024 parce que le contrat de Ricciardo s'arrête en 2023. Mais bon, McLaren en ce moment, c'est pas non plus la folie. Chez Ferrari, ils sont bookés jusqu'en 2024. Chez Mercedes, Lewis Hamilton, c'est jusqu'en fin 2023. Donc peut-être qu'il y a une ouverture pour 2024 s'il prend sa retraite. Mais bon, chez Mercedes, il y a un George Russell qui va être le leader normalement de l'écurie. Et puis il y a aussi une filière jeune chez Mercedes. À moins qu'il y ait un reboutissement, qu'il y ait une retraite surprise, enfin une nouvelle écurie arrive. Pierre Gasly est au final un peu dans une impasse. C'est hyper dommage de voir un pilote avec autant de talent qui est capable de gagner, qui est capable de se battre pour un championnat comme il l'a déjà prouvé. Mais il n'y a plus de place. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce format te plaît. Je pourrai bien sûr en refaire à l'avenir, tout comme en MotoGP, comme j'ai déjà pu le faire. La vidéo s'affiche ici, c'est mieux. Je t'invite à liker cette vidéo, à écrire un petit commentaire, également à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de notification pour être au courant quand je poste une vidéo. Et également à t'abonner à tous mes autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok. Bonne journée et bon vent.